Ah bah là, il y a de la matière après pour jouer là. Oui, sauf que ça, c'est celui-là, c'est un drôle de cortex, donc je ne vais pas le toucher. Écoute, un grand merci. Voilà. Bon, je peux mettre la cible en 360, ça peut être pas mal aussi. Ne redressez surtout pas. Vraiment, l'arc ne doit pas se redresser. C'est mieux. De montage de micro-livres géométriques, donc comme on retrouve au J'ai essayé différents petits trucs, parce que j'essaie de comprendre. C'est pas toujours évident de savoir exactement où est le défaut. Là, la tête est droite et l'arc incliné. Là, ils sont parallèles. Allez, restez bien inclinés. Allez. La hauteur, c'est bien. Ça reste toujours un petit peu à gauche. série de premiers enlèvements par percussion qui vont me permettre de renlever quelques gros éclats assez rapidement et me permettre de désépaissir la pièce avant que, bon ça de toute façon c'est trop fin, donc ça je peux déjà éliminer par percussion. Alors ici j'ai choisi un éclat cortical donc il porte encore de la craie parce que comme ça c'est assez visuel. Mais le but du jeu, donc ça va être de, ici pour fabriquer une pointe de flèche, là je suis parti pour, allez, vu l'épaisseur et vu la taille, certainement une C'est un demi-trois quarts outillage d'heure. bien adapté là. Ou c'est un bête bout d'os. Par pression, tu fais sauter. C'est ça, ouais. On faut quand même de la force quand même. Hein. Je travaille avec les cuisses. Ouais. J'appuie mon compresseur sur la crête iliaque. Ah. Et donc je peux utiliser Tout le les corps. jambes qui sont quand même les muscles les plus puissants du corps. Derrière la question technique, il y a quand même aussi parfois un petit peu de réflexion méthodologique. Tu as fait une grosse pointe de flèche là quand même. Oui, mais c'est pour ça que je vais encore essayer de la désépaissir par percussion. On n'est jamais obligé de perdre son temps. Et les deux techniques voisinent d'ailleurs assez souvent. Ah, ça va être une grosse pointe de flèche de 300 grammes. Non, 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 non. Non, parce que quand j'aurai affiné ma pièce, elle pourra devenir Là, assez tu fais fine. le talon. Hein. Ben là, je viens d'éliminer le talon de Ça, c'est l'éclat de départ. pour insérer le tube en fait. Oui, non, ça c'est pas forcément, parce que dans certains cas, on voit sur des pointes archéologiques qu'ils ont fait la pointe au dépend du bulbe qui est le plus épais, et que parfois c'est pas le cas. Donc je vais dire, ça dépend un peu selon l'humeur du gars. Par contre, ce qui est possible aussi, ce que je fais souvent, c'est de travailler avec du cuivre. Parce ça, que ils n'avaient pas ça à l'époque. Jusqu'au chalcolithique, si. Si. Si, ça a d'ailleurs été assez bien utilisé au début, jusqu'au milieu de l'âge du bronze, parce que le silex a continué à être utilisé pendant 1 ou 2 millénaires Parce qu'il était rare. pour des objets à courte espérance de vie ou à fort coefficient de perte. Ouais, une flèche, c'est comme la flèche. Ouais. Et donc le principe à ce moment-là, on se sert du côté très ductile et mou du cuivre qui permet... Ça attrape l'arête en fait, ça permet... Non, je peux attraper l'arête avec l'os aussi, hein, mais ça sert simplement, j'ai simplement un bon point pour la pression, un bon point d'accrochage pour la pression. Mais on pourrait le faire avec un outil en acier, hein. Oui. Mais ça c'est pas fait. Mais je sais que j'ai déjà vu des gens qui taillaient avec un compresseur avec une barre de fer. J'essaye quand même de coller un petit peu et donc le résultat avec ce genre de processus, on va former. Voilà. Oui, alors ça c'est final là. Oui. Voilà, on a deux par exemple qui sont pas mal. Donc ça c'est la fin. C'est vers ça qu'on va aller. Wow. Enfin, il y a d'autres modèles, hein. Ça c'est, comme je dis toujours en rigolant de manière péjorative, ça c'est des sapins de Noël.
pointe à pédoncule et aileron, mais il n'y a pas que des modèles comme ça. Il y a des modèles simplement triangulaires, il y a des modèles en losange, il y a toutes sortes de choses. Non, c'est pas mal, c'est efficace. C'est efficace et ça coupe très bien. Ah oui, ça... Le seul Ça problème, va. c'est que c'est pas très lourd. Donc il faut C'est parfois léger pour une flèche, oui. ouais, faut alourdir Donc il un va peu. souvent falloir c'est pour ça qu'on fait souvent des fûts biconiques. C'est-à-dire donc. plus épais à la fin qu'au départ. Voilà. Ah d'accord, ok. Je Oui. vais affiner au minimum ici, de Voilà. manière à déplacer mon point d'équilibre vers là. Pour le centre de gravité, il faut que ce soit piqueur ouais, comme un avion. C'est ça, voilà. Ok. Mais donc ça c'est le principe pour tailler à la pression. Et donc ici, bon, c'est vrai que cet éclat est un peu épais, mais il est intéressant parce qu'il est en cortical, on voit bien mon nucléus. On se rend compte qu'ici j'ai toute une série, j'ai une espèce de surplomb de corniche. Oui. Si je frappe sur cette zone-là sans la préparer, comme ce surplomb est fragile, c'est lui qui va prendre toute l'énergie du coup et qui va Oui, casser. donc c'est pas c'est un tout petit bout que tu enlèves au lieu d'une lamelle. Je vais éliminer ce surplomb de manière à avoir un bien bord. dissiper l'énergie. À avoir un bord plus solide Mhm. qui va mieux accumuler l'énergie avant de se rompre finalement. D'accord. Et qui va se rompre en se détachant de manière opportune. Mhm. Donc ici, on est reparti. Il faut quand même bien viser quand même. Il faut bien viser, mais là je ne l'ai pas fait. Oui, bah oui. En plus. Non mais ça montre toute Non, ça en fait, ça montre ici, tout c'est le parce que savoir-faire qu'il faut. vu avec la caméra, l'angle pour moi n'était pas opportun. Voilà. Ouais. Et donc ici, j'avais préparé mon bord, donc clac, je viens de réenlever une petite lamelle. Alors si on les remet l'une sur l'autre, on se rend compte que le remontage se fait sans perte de matière, mis à part la zone, le surplomb que j'ai Ça se utilisé. décroche. Ouais. Parce que lui, comme il est extrêmement fragile, il faut absolument l'éliminer. Et donc, cet enlèvement-là a préparé le travail, a rendu cet enlèvement possible aussi, ce second enlèvement possible. Ici, je vais réenlever On prépare le terrain, petit hein. surplomb par une petite préparation et je peux enlever la lamelle suivante. Là, il y a le bord blanc là. Ouais. Voilà. Là, tu vas essayer de décrocher. Je vais essayer de décrocher celle-là. D'accord. Voilà, ici, j'ai frappé trop près du bord, j'ai une toute petite lamelle Ah, qui a ouais. cassé, mais c'est pas grave, j'aurai une lame. La suivante sera à 3 pans. On peut continuer. Voilà, celle-ci elle est bonne. Et donc c'est là tout le jeu, il faut frapper pas trop près du bord, pas trop loin du bord. Il faut vraiment frapper. Et on peut, quand on a tous les éléments, on peut remonter le bloc original. C'est comme ça que vous avez pu, sur certains chantiers, C'est comme ça que retrouver les techniques. et c'est comme ça que les techniques sont ont pu être sont redécouvertes. étudiées. Voilà. Donc on n'a jamais une certitude à 100% qu'ils aient utilisé des percuteurs de telle forme. On pense Oui, ça, bien tu les qu'ils ont retrouves pas, ouais. on connaît une série de percuteurs en bois de renne ou en bois de serre. On connaît des galets qui ont été tellement percutés qu'on suppose que ce sont des percuteurs. D'accord. Mais la certitude totale, on ne l'a jamais, puisqu'on n'a pas vu faire. Il y a plus- Mais il y a- on il y a a des- encore on peut retrouver encore des gens qui sont capables de faire ça dans la... Maintenant, plus beaucoup. Si ce n'est des modernes, comme moi. D'accord. Ou Jacques Pellegrin, par exemple, en France, qui est très connu, qui est un excellent tailleur, qui a passé une grosse partie de sa vie professionnelle justement à tailler, Mhm. à réétudier des techniques. Mais paradoxalement, si vous allez à Abbeville, au musée Boucher de Perthes, il y a des collections de bifaces qui ont été collectées au 19e siècle, fin 18e, début 19e par Boucher de Perthes. Là, à cette époque-là, la question c'était de prouver l'antériorité de l'homme, parce qu'on était toujours, enfin, la longue histoire de l'homme. À cette époque-là, on était toujours sur des conceptions bibliques. L'homme était né 5000 ans avant Jésus-Christ ou un truc du genre, enfin, il y avait des calculs un peu, on se demande comment qui avait été fait. Et pour la petite histoire, donc Boucher de Perthes s'est rendu compte qu'on trouvait dans la vallée de la Somme, dans les terrasses, donc il s'est rendu compte que les niveaux les plus récents étaient ceux du fond de la vallée.
que plus on remontait sur les marches des terrasses, plus on était sur des niveaux anciens. Puisque la première marche correspondait à la vallée de la Somme il y a des millions d'années. Ouais, mais il y a eu des bouleversements de terrain. Mais là, ils avaient des terrains, des carrières et des choses où les terrains avaient été conservés parce qu'ils travaillaient quand même sur des couches de plusieurs mètres d'épaisseur. Et donc, il a pu prouver qu'il y avait des outils humains qui étaient contemporains d'animaux qui avaient disparu. C'était le début. Hein. Et donc, lui, il a pu dire à l'époque, oui, mais attention, on ne peut pas rester à l'histoire de la Bible. La Bible, c'est une histoire philosophique, c'est pas une histoire scientifique. Voilà. Oui, mais ça avait quand même dominé pendant un paquet de siècles. Lui devait le prouver. Et à ce moment-là, il a commencé à mettre en relation des outils qui avaient été, qu'il a dit, ça a été taillé par des êtres humains. Il les a mis en relation avec des ossements, par exemple d'éléphants antiques et des choses comme ça, des choses qui n'existent plus chez nous et qui n'étaient pas citées par la Bible. Donc il a pu dire, regardez, c'est plus ancien que la Bible. C'est antédiluvien. C'est antérieur au déluge. Donc à partir de là, on l'a cru. Enfin, non. Il y a eu des réticences, des combats d'arrière-garde, etc. Mais on a commencé à imaginer une plus grande ancienneté de l'homme. Et à ce moment-là, ce que faisaient les premiers archéologues, c'est qu'ils ne fouillaient pas forcément eux-mêmes. Ils achetaient les découvertes, les objets, par exemple à des ouvriers carriers. Mais tu n'as pas le départ, donc c'est là le problème. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a des ouvriers carriers qui ont très vite redécouvert et réappris les rudiments de taille. Donc ça leur a obligé à revenir en arrière. Ils n'ont pas eu trop difficile parce qu'à l'époque il y avait peut-être encore où il y avait déjà plus, mais il y avait encore des gens qui l'avaient fait. Il y avait eu des industries de fabrication de pierres à fusil. Ah oui. Parce que pendant 400 ans, la fabrication de pierres à fusil c'était indispensable pour les platines. Bien sûr, c'était du silex. Et donc quand on revoit les techniques qu'ils utilisaient pour la fabrication des pierres à fusil en série, ils avaient réimaginé les mêmes techniques de débitage laminaire que je vous ai montré sur des petits objets, mais eux débitaient avec des marteaux en bronze ou des marteaux métalliques, des lames de 8 à 10 cm qu'on recassait selon des standards particuliers pour faire des pierres à fusil. Oui, c'était vraiment. Donc les rudiments de technique de taille avaient déjà été réimaginés et retaillés. D'accord. Et donc on sait maintenant que toute une série de bifaces qui ont été collectés à cette époque-là sont des faux, qui étaient faits par les ouvriers carriers puisqu'on les payait. Oui. Oui. Et je pense... Oui, parce qu'on est incapable de dater un biface. Voilà. Et je pense qu'ils ont d'autant plus vite appris à les faire. Sauf avec l'environnement. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait un intérêt... Eux, ils avaient l'intérêt puisqu'on les leur achetait. Et oui. Et ils ont pu très vite apprendre. En plus, il faut savoir que dans les bifaces, il y a celui-là qui commence à prendre une allure de biface bien léchée, mais il y a des machins beaucoup moins beaux. Oui. Plus anciens, il y a des machins bien moins évolués. Enfin, bien moins aboutis, je ne vais pas dire évolués. Et donc ils ont pu vendre des tas de choses et ils ont pu améliorer petit à petit leur technique. Et à mon avis, ils ont été d'autant plus rapides à l'améliorer qu'ils ont encore pu tomber sur des gens qui avaient taillé des pierres à fusil et qui ont pu leur donner des rudiments techniques. Bon bah donc on a du mal à retrouver des pierres à silex pour... Pas forcément, mais maintenant ça veut dire que les archéologues ne vont pas prendre en compte que simplement la découverte en elle-même, mais aussi le contexte et l'environnement dans lequel ça a été détecté. C'est le plus important. C'est aussi pour ça par exemple que les archéologues n'aiment pas, pour les périodes plus récentes, n'aiment pas les détectoristes. Parce que les détectoristes font de la chasse au trésor, certains s'imaginent faire de l'archéologie, mais les 3/4 du temps quand ils ont repéré un objet, ils creusent autour n'importe comment, ils enlèvent tout le contexte et ils empêchent toute certitude sur le contexte de la découverte. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils prélèvent tous les terrains, faire des photos, des C'est exactement comme un gendarme qui arrive sur une scène de crime et qui pique le portefeuille de la victime. C'est le portefeuille qui est le plus intéressant, mais ça va manquer pour l'enquête. Et oui. Bon. Et les 3/4 du temps, on se rend compte, quand on est un peu intéressé à l'archéologie, qu'on connaît les techniques de travail et qu'on entend parler des détectoristes, on se dit mais putain, ces gens sont des frappadins. S'ils se renseignaient un peu sur ce que c'est que l'archéologie, mais ils se prendraient ou ils auraient leur détecteur. Parce que c'est pas une technique, c'est pas des techniques qui ne sont jamais utilisées. C'est pas vrai. Il y a parfois des archéologues quand ils fouillent sur des périodes historiques où ils savent qu'ils peuvent retrouver des éléments mais c'est encadré par une équipe. Mais qui vont utiliser des détecteurs, mais ils vont faire attention.